Bonjour, je m'appelle Yves Grégoire du Centre scientifique et technique de la construction. Bienvenue à cette seconde partie du cours sur l'exécution des maçonneries. Nous aborderons dans cette partie l'optimisation des détails et la maçonnerie collée. Tout d'abord, l'optimisation des détails constructifs. Alors, dans le passé, les exigences pour les détails constructifs étaient relativement limitées. On parlait d'exigences qui devaient respecter la stabilité, la durabilité et l'étanchéité à l'eau. Mais avec le temps, le nombre des exigences a grandement augmenté. Maintenant, il y a des exigences comme l'étanchéité à l'air, la ventilation, l'accessibilité, l'étanchéité à l'eau, plein d'exigences qui se sont ajoutées. On a publié la NIT 264 sur les détails de référence pour les murs creux. Et cette NIT tient compte d'un ensemble d'exigences à respecter. Et je vais vous en présenter quelques-unes. Donc nous aborderons le raccord à la fondation, le raccord aux menuiseries, le raccord au toit plat, le raccord aux toitures inclinées, ainsi que le raccord à une maçonnerie portante apparente. Et les exigences envisagées seront l'accessibilité, l'étanchéité à l'eau, la stabilité en particulier. Alors il n'est pas toujours possible de combiner toutes les exigences et parfois il faudra faire des compromis entre l'une ou l'autre exigence. Abordons tout d'abord le pied de mur, où là les exigences principales sont l'étanchéité à l'eau et l'accessibilité. Afin de garantir l'étanchéité à l'eau, il y a un ensemble de membranes à prévoir dans la conception et la réalisation du mur creux. La première membrane, c'est une membrane d'étanchéité de la partie enterrée de la maçonnerie. Évidemment, cette membrane doit être continue, à bord collé ou soudé, et bien être posée également dans les angles du bâtiment. La seconde membrane, la seconde barrière, c'est la barrière anticapillaire, placée ici à mi-hauteur de plinthe, parfois aussi posée sous le premier bloc, et qui empêche les remontées d'humidité qui pourraient affecter la finition intérieure. La troisième membrane, c'est la membrane de drainage que l'on place dans le creux afin d'évacuer l'eau qui se serait infiltrée dans la coulisse de la paroi. On prévoit dans la maçonnerie de parement, au-dessus de cette membrane, des joints ouverts dans la maçonnerie afin de laisser s'écouler l'eau. Il est important que les joints laissés ouverts soient au-dessus, évidemment, du niveau fini extérieur. Éventuellement, on place une quatrième barrière anticapillaire que vous voyez ici, afin d'éviter les remontées capillaires lorsque la maçonnerie est fortement capillaire ou lorsque la façade est fortement exposée aux pluies. Vous voyez que la première membrane dont on a parlé, la membrane d'étanchéité, lorsque on se situe au droit d'un accès au bâtiment, elle va contourner ici, être posée sous le seuil et remonter derrière le seuil pour garantir l'étanchéité à l'eau. Un autre point important, c'est le niveau extérieur du sol. Généralement, il est recommandé que ce niveau soit en dessous du niveau de la dalle en béton. Malheureusement, pour des questions d'isolation thermique, l'épaisseur de l'isolation du plancher, qui a connu une certaine croissance en raison des exigences de la PEB, fait que la différence de niveau entre l'intérieur et l'extérieur serait trop importante. C'est pourquoi on est amené de plus en plus à prévoir le niveau du sol fini plus haut que le fini de la dalle en béton, ce qui accroît le risque d'infiltration d'eau, sachant que la membrane d'étanchéité ici à l'eau ne résiste pas aux pressions d'eau importantes. Et donc, dans le cas d'un sol peu perméable, on devra par exemple prévoir un système de drainage des eaux afin de faciliter l'évacuation. Un autre élément important en termes d'accessibilité, lorsque le niveau extérieur par exemple ne doit pas être inférieur à 2 cm par rapport au niveau intérieur, on peut prévoir un caniveau à l'entrée du bâtiment.
Dans tous les cas, on prévoit toujours un sol extérieur avec une pente qui s'écarte de la façade, une pente minimale de 1,5%. Quelques illustrations qui illustrent le propos. Le pied de mur doit aussi respecter les exigences d'étanchéité à l'air. Alors, en partie courante de la maçonnerie, cette étanchéité à l'air est généralement garantie par l'enduit intérieur, mais à la jonction entre le mur et le plancher, on devra prévoir quelque chose pour garantir l'étanchéité à l'air. Différentes possibilités existent, elles sont reprises dans le tableau, ici. Parfois, lorsque les maçonneries sont prévues avec des joints relativement bien remplis, il n'y a pas de nécessité de prévoir un traitement supplémentaire. D'autres solutions ont été développées. Tout d'abord, les produits de raccord étanches à l'air, les produits de raccord sous forme d'étanchéité à l'air appliqué liquide, voire des cimentages. On peut parfois aussi considérer que la membrane d'étanchéité placée côté extérieur peut aider à garantir l'étanchéité à l'air du pied du mur. Les vues 2D ne permettent pas toujours de bien se rendre compte de la réalisation des détails. C'est pourquoi il faut parfois faire appel à des technologies 3D pour voir comment se prolongent les membranes d'étanchéité, par exemple, ou d'autres éléments du détail. De plus en plus aussi, on envisage les détails 4D qui vont incorporer des notions de planning ou de calcul de coûts, voire un modèle qui va combiner un petit peu toutes les données de la construction. Et là, on aborde la notion de BIM utilisée dans la construction. En pied de mur, on devra assurer la continuité de l'isolation thermique. On en a déjà parlé lors de la première partie de ce cours. Il y a 3 possibilités différentes afin d'être en conformité avec les règles de base de la PEB. La première solution est de prévoir une maçonnerie isolante de valeur lambda inférieure ou égale à 0,2 watts par mètre Kelvin, qui fait partie intégrante de la couche d'isolation. Et dans ce cas, on a une continuité entre l'isolation du plancher et l'isolation de la façade grâce à un contact suffisant. La deuxième solution est l'interposition d'un bloc constructif isolant entre l'isolation du plancher et l'isolation de la façade. Et la troisième possibilité est de prolonger l'isolation de la façade suffisamment en profondeur afin que le chemin de moindre résistance thermique entre l'intérieur et l'extérieur ait une longueur supérieure ou égale à 1 mètre. En cas de terrain en pente, le détail est un peu particulier. Tout d'abord, pour la partie enterrée de la maçonnerie de parement, on va devoir prévoir des blocs résistants à l'humidité, des blocs en béton ordinaire par exemple, l'isolation sous le niveau du sol résistant également à l'humidité, et on prévoit l'étanchéité à l'eau sous forme d'un cuvelage souple en général. Alors, cette étanchéité à l'eau peut être également placée au-dessus de la maçonnerie sous le niveau du sol afin de protéger celle-ci contre l'humidité et autres dégradations. Au niveau de la membrane de drainage, elle devra être placée en escalier en longeant évidemment la pente du terrain. Abordons à présent le raccord avec la menuiserie. Donc la menuiserie peut être placée dans le creux à différents endroits. En termes d'isolation thermique, il est préférable d'aligner la menuiserie sur l'isolation du mur creux. Dans l'illustration ici, vous voyez que la menuiserie a été posée de manière relativement excentrée, ce qui n'est pas le plus favorable en termes thermiques. Eh bien, dans ce cas, on devra assurer la stabilité de la construction, de l'ouvrage, grâce à des pattes de fixation adaptées qui reprennent cette charge excentrée. Voire, on devra prévoir aussi dans la maçonnerie un renfort sous forme d'une poutrelle en béton
afin de pouvoir supporter la menuiserie. On peut prévoir aussi des constructions sous forme de caissons qui facilitent la pose de la menuiserie. Dans tous les cas, vous pouvez voir que la membrane de drainage se situe au-dessus de la console qui supporte la maçonnerie de parement. Eh bien, pour éviter que l'eau qui s'infiltre dans le petit bout de maçonnerie ici ne dégrade l'ouvrage, on peut prévoir une membrane supplémentaire d'étanchéité, ici juste au-dessus du cadre, et qui ressort entre le parement et la menuiserie. On finit le joint grâce à un joint souple que l'on devra perforer à différents endroits pour permettre l'évacuation de l'eau. Le même schéma est représenté en section horizontale, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, l'enduit ne peut pas être appliqué directement sur le caisson en bois, et donc on devra mettre une plaque à plafonner entre les deux. Dans les détails, ici sur la droite, vous voyez une optimisation du placement de la menuiserie, donc qui est thermiquement préférable, alignée à l'isolation de la coulisse. En cas de châssis à coupure thermique, il faudra que l'isolation du creux ponte la coupure thermique du châssis. En plan, vous voyez aussi qu'il y a moyen de trouver des solutions pour éviter que l'enduit ne doive recouvrir le caisson. Ici, par exemple, on a utilisé des embrasements en bois. Dans ce cas-là, il faut évidemment refermer côté extérieur également la coulisse. Ici, on l'a illustré grâce à un retour de la brique de parement. Dans cette illustration, on voit que la fermeture de la coulisse a été réalisée grâce à des profilés métalliques posés en extérieur. Donc l'idée, c'est évidemment d'éviter que l'eau ne s'infiltre dans le creux. Cette vue 3D montre aussi la membrane d'étanchéité que l'on place sous le seuil et qui doit se prolonger de l'ordre de 20 cm de part et d'autre du seuil avec un relevé de l'étanchéité. Cette photo montre a priori une bonne réalisation des détails, quoique on ne voit pas de membrane d'étanchéité et son relevé. Et en fait, avant pose du seuil, si on regarde comment était conçu et réalisé le détail, on voit que le retour de la maçonnerie de parement est en contact direct avec l'isolation, avec des risques d'humidification et de perte des performances thermiques de l'isolation dans la coulisse. Donc l'absence de membrane est un problème dans ce cas-ci. Pour assurer l'écran à l'air ou l'étanchéité à l'air entre menuiserie et gros œuvre, on peut travailler à l'extérieur, comme illustré sur cette figure-ci, à l'aide d'étanchéité collée. On peut considérer aussi que le raccord entre l'enduit intérieur et la menuiserie assure cette étanchéité à l'air. Les raccords doivent aussi tenir compte du comportement acoustique. Lorsque la menuiserie est placée de manière trop excentrée, il y a vraiment un risque de fuite acoustique entre deux habitations mitoyennes, par exemple. Et donc, il est préférable de placer la menuiserie de manière en applique par rapport à la maçonnerie, la maçonnerie intérieure. Sinon, on doit poser des panneaux, par exemple de multiplex, qui sont dédoublés pour augmenter la masse et éviter ces fuites acoustiques. Entre les deux parois du mur mitoyen, on prévoit une isolation souple dans un creux d'environ 4 cm. Et pour limiter le risque de fuite acoustique, on peut prévoir également, entre les deux ouvertures, un isolant souple absorbant, de la laine minérale par exemple. Le mur de parement devra être interrompu également au droit de la jonction entre les deux habitations mitoyennes. Le raccord avec une toiture plate, il y a différents points de vigilance. Tout d'abord, l'étanchéité de la toiture plate doit remonter de
15 cm minimum le long de la maçonnerie de parement. La membrane de drainage de la maçonnerie de parement doit évidemment se situer et ressortir de la maçonnerie au-dessus de l'étanchéité, du relevé d'étanchéité. Donc il y a deux possibilités, soit on fait dépasser suffisamment la membrane de drainage lors de 5 cm pour éviter que de l'eau s'infiltre, soit on réalise, comme illustré sur le schéma ici, un joint, un solin qui va recouvrir le relevé d'étanchéité. On place un joint souple parce qu'il n'est pas toujours possible d'éviter de l'eau qui stagne ici au sommet du solin et qui risque de s'infiltrer vers l'intérieur. À la jonction entre isolation de la toiture et isolation du parement, on prévoit par exemple des blocs constructifs isolants pour assurer la continuité de l'étanchéité, de l'isolation thermique. Au niveau de l'acrotère, on va placer un panneau qui permet d'obturer la coulisse. Ça peut être du multiplex ou de l'OSB adapté, OSB de niveau 3. Généralement d'épaisseur suffisante pour assurer une certaine stabilité mécanique. Néanmoins, ce panneau ne peut pas être fixé au parement pour éviter les risques de fissuration en cas de sollicitation hygrothermique ou même sous l'action du vent. Vous voyez que le pare-vapeur ainsi que l'étanchéité viennent couvrir le panneau d'obturation et au-dessus on peut placer un couvre-mur ou un profilé de rive. En tout cas, s'il s'agit d'une couverture, qu'elle soit métallique ou en matériaux pierreux, il faut une pente vers la toiture afin de permettre l'écoulement des eaux. Voici le détail d'acrotère en section 2D. Donc, il y a deux manières d'assurer la continuité de l'isolation thermique. Tout d'abord, l'usage de blocs constructifs isolants entre l'isolation de toiture et l'isolation du creux. D'autre part, l'habillage de l'acrotère, l'emballage avec une isolation thermique. Étant donné l'épaisseur croissante des murs creux, on doit être amené aussi à supporter, par exemple à l'aide d'équerres ou d'un gîtage en bois adapté, le panneau d'obturation de la coulisse et donc le couvre-mur qui est supporté par cet ouvrage. Le raccord avec une terrasse à présent, là il y a un compromis à faire entre résistance à l'humidité, étanchéité à l'eau et accessibilité. Souvent on veut une certaine accessibilité, c'est-à-dire une différence de niveau extérieur et intérieur la plus faible possible. Sachant que le relevé d'étanchéité doit toujours faire 15 cm minimum. Eh bien on peut trouver des solutions grâce d'une part à des dalles sur plot, car dans ce cas-là, on considère bien, étant donné l'ouverture, qu'on a un relevé de 15 cm. Vous voyez l'étanchéité qui remonte sous le seuil et à l'arrière du seuil. On peut prévoir aussi un caniveau devant la façade. Ce caniveau ne récolte pas les eaux de la terrasse, mais uniquement les eaux qui s'écoulent sur la façade. Et grâce à ce caniveau, on a bien le relevé d'étanchéité de 15 cm. Alors, on prévoit une pente, évidemment, vers l'extérieur pour éviter les infiltrations ou une sollicitation accrue à l'humidité. Pour le détail, pour un balcon aussi, là, il y a le compromis entre étanchéité à l'eau et accessibilité. Le discours est le même que pour le raccord à une terrasse. Le raccord avec une toiture inclinée, lorsqu'on a une toiture inclinée qui vient en butée d'un mur de parement, on va retrouver des notions similaires à celles décrites pour les terrains en pente, c'est-à-dire qu'on devra prévoir un solin placé en escalier le long de la pente de la toiture, et au-dessus de ce solin aboutit la membrane de drainage de la coulisse. À la jonction entre la toiture et le mur de parement, on devra assurer la continuité de l'isolation thermique, ce que l'on peut faire grâce à un bloc constructif isolant interposé. Notons finalement que l'écran à l'air, donc l'étanchéité à l'air de la toiture, devra être en continuité
de l'étanchéité à l'air de la paroi, donc prévoir un assemblage ici avec l'enduit intérieur. Finalement, lorsque la paroi intérieure du mur creux reste visible côté intérieur et qu'on n'a pas finalement cet enduit qui garantit l'étanchéité à l'air, on devra prévoir un cimentage côté extérieur de cette paroi. Notons que ce cimentage risque d'être perforé par les attaches de maçonnerie, il n'est plus accessible, donc finalement cette solution n'est quand même pas optimale pour le mur creux et ses propriétés dans le futur. Enfin, au niveau de la réglementation sur la sécurité incendie des façades, il y a eu pas mal d'évolutions les dernières années. Je vais juste mentionner qu'il est possible qu'on doive faire appel à un compartimentage de la coulisse pour éviter la propagation du feu au sein de la coulisse, mais je vous renvoie vers ce dossier qui a été publié il y a quelques mois. Abordons à présent la deuxième partie de la deuxième partie, donc la maçonnerie collée en façade. La technique est apparue en Belgique avec le premier grand chantier, la rénovation du stade Roi-Baudouin en 1995 par l'architecte Bob Van Reet. On a connu ensuite une forte croissance à partir des années 2000, donc pour cette technique de l'encollage de maçonnerie et de parement à joint mince. Les architectes et les maîtres d'ouvrage ont montré un grand intérêt pour les avantages techniques et l'innovation esthétique de cette technique. Il s'agit donc bien d'une alternative esthétique aux maçonneries de parement dites traditionnelles. Vous voyez une illustration ici d'une maçonnerie traditionnelle où on voit quand même l'impact sur l'esthétique du joint. Eh bien, la maçonnerie collée à joint mince permet un aspect esthétique tout à fait autre, un aspect plus monolithique, plus massif, qui intéresse évidemment maîtres d'ouvrage et architectes. Il ne s'agit pas que d'une alternative esthétique, mais aussi technologique. On a des épaisseurs de joint de l'ordre de 3 à 6 mm plutôt que de 10 à 12. C'est une option esthétique, donc le joint aura moins d'influence sur l'esthétique de la façade. L'applicabilité d'épaisseurs très minces sera fonction des tolérances de fabrication des éléments de maçonnerie. Il sera irréaliste, par exemple, d'exiger un joint régulier et très mince si choix est fait d'une brique d'aspect très irrégulier. C'est évident. On parle de collage plutôt que de maçonnage car on utilise un mortier-colle. Ce sont des mortiers spécifiquement formulés pour être mis en œuvre dans de telles épaisseurs, pour obtenir une adhérence améliorée et pour atteindre rapidement les caractéristiques mécaniques escomptées. La technique de mise en œuvre évolue également. Il n'y a pas de rejointoiement nécessaire. Le processus d'humidification et de séchage est différent. Et selon l'expérience et les caractéristiques de mortier, qui est moins absorbant, cette solution est moins sensible à l'apparition d'efflorescences. Enfin, il faut savoir quand même que cela occasionne un changement des habitudes du maçon et qu'une formation est nécessaire. Elle est généralement dispensée par les fabricants. Au niveau des techniques de mise en œuvre, l'application type est l'usage d'une pompe et d'un pistolet. Donc vous voyez sur la première illustration l'incorporation de la poudre dans la trémie de la pompe. On vérifie ensuite le bon fonctionnement du pistolet à colle. On pose les cordons de colle, généralement 2 cordons le long de l'assise précédente de maçonnerie. On peut utiliser un chevalet pour l'encollage des boutisses. Et finalement, on peut appliquer l'élément de maçonnerie sur l'ouvrage. L'usage de la pompe et du pistolet est justifié pour les longues assises dépourvues de détails trop complexes. La technique nécessite une organisation spécifique des travaux. Il faut du personnel en suffisance pour assurer la pose dans les limites du temps ouvert du mortier-colle. Les échafaudages devront être de largeur suffisante pour la pompe. Et il faudra prévoir une gestion particulière de la pompe, c'est-à-dire un nettoyage soigneux lors de chaque arrêt
et certainement en fin de journée après les travaux. Notons également qu'il y a un risque de dysfonctionnement par temps chaud. Il y a des alternatives à la pose au pistolet, par exemple grâce à l'usage de poches à douille, voire on peut utiliser parfois la truelle habituelle. Donc le choix de la technique de pose peut dépendre de la complexité de la façade et de ses détails, et elle dépendra dans tous les cas des recommandations du fabricant. Concernant le choix du mortier, la norme européenne mentionne 3 types de mortiers: les mortiers d'usage courant G, les mortiers de joint mince ou mortier-colle de type T et les mortiers allégés L. On va faire choix ici d'un mortier de type T, qui est défini comme un mortier performantiel dont la dimension maximale des granulats est inférieure ou égale à 2 mm. Il est doté de caractéristiques d'adhérence améliorées. On peut voir dans ce tableau les 4 cas de figure, les 4 possibilités de réalisation d'une maçonnerie de parement. Tout d'abord, lorsqu'on utilise un mortier de type G pour joints de 10 à 12 mm, on va obtenir la maçonnerie dite traditionnelle avec jointoyage. Tant l'épaisseur de joint visible que réalisée sera de l'ordre de 10 à 12 mm et ça donne l'esthétique habituelle d'une maçonnerie de parement. On peut faire usage d'un même type de mortier G pour des joints de 10 à 12, mais en utilisant des éléments de maçonnerie adaptés, à la morphologie adaptée, pour que l'épaisseur visible du joint soit de 4 mm. On parle de maçonnerie traditionnelle à joint mince, sans jointoyage, mais on utilise bien un mortier G d'usage courant. Troisième possibilité, on fait usage d'un mortier de type G, mais spécialement formulé pour des joints de 4 à 8 mm. L'épaisseur visible du joint de mortier sera également de 4 à 8 mm. On n'a pas de performance d'adhérence améliorée. Et on est toujours dans le cas d'une maçonnerie traditionnelle à joint mince, sans jointoyage, avec un mortier d'usage courant. La technique qui nous préoccupe ici, la maçonnerie collée à joint mince, donne une esthétique similaire, mais on utilise des mortiers de type T pour des joints de 3 à 6 mm. C'est l'épaisseur également que l'on observera visuellement. On a des caractéristiques d'adhérence améliorées, et on parle ici bien de maçonnerie collée à joint mince, sans jointoyage. Au niveau du choix du mortier, le mortier colle T est choisi en fonction des éléments à coller, tant en fonction de la nature que des caractéristiques des éléments. Pour les briques en terre cuite, par exemple, le choix va dépendre de la classe de taux initial d'absorption d'eau de la brique, donc la force de succion de la brique. Il y a 4 classes qui définissent les briques, de IW1 à 4, pour très peu absorbant à très absorbant. Eh bien, la fiche technique du mortier va dire quelle classe de briques peut être encollée à l'aide de ce mortier. Le mortier doit également être compatible avec la technique de pose. Il faut par exemple éviter d'utiliser des mortiers qui contiennent trop de granulats grossiers qui risquent de bloquer la pompe et le pistolet. Au niveau du choix de l'élément de maçonnerie, la technique est applicable à différents types d'éléments, tant les briques en terre cuite, les briques en béton et les pierres naturelles par exemple. Les caractéristiques dimensionnelles de l'élément, donc les tolérances, la planéité et le parallélisme des faces, doivent être compatibles avec l'épaisseur de joint prescrite, tant les joints d'assise que les joints verticaux, et avec l'aspect esthétique souhaité. On va souhaiter par exemple l'alignement des joints verticaux pour les appareillages réguliers. Les dimensions modulaires ne sont pas d'application. Donc en maçonnerie traditionnelle, on a cette relation que 2 fois la boutisse plus l'épaisseur du joint donne la panarès. Ce n'est pas le cas avec la maçonnerie collée et on doit en tenir compte dès le stade de la conception. Notons également qu'il y a parfois la nécessité de découper plus de briques pour un appareillage en demi-brique. Lorsque on spécifie une épaisseur de joint nominale, 3 à 6 mm par exemple,
Ce tableau montre qu'il va falloir accepter qu'il y ait une certaine variation sur cette épaisseur prescrite. Cette variation dépend des écarts de planéité des phases de pose, de la tolérance d'exécution, elle est plus sévère pour les maçonneries à joints minces, donc il y a un soin plus grand à apporter aux travaux, et elle dépend aussi de la dispersion maximale recommandée des dimensions de l'élément de maçonnerie. Pour les briques en terre cuite, par exemple, on définit les classes de dispersion conformément à la norme. Donc on va définir les écarts maximaux sur la longueur et sur la hauteur. Et on va définir donc une classe R1, la moins stricte, R1+, R2, R2+. Et bien pour les joints minces, on va recommander l'usage d'un élément de maçonnerie aux tolérances plus strictes, c'est-à-dire une classe R2. En fonction de ces paramètres, on va pouvoir calculer une variation statistique sur l'épaisseur des joints d'assises et des variations extrêmes. On donne les variations extrêmes pour information, mais généralement il est peu probable que les cas les plus défavorables surviennent au même endroit. On fera le même calcul pour l'épaisseur des joints verticaux, donc on aura une variation statistique et une variation extrême. Donc à titre d'exemple, si on prescrit une épaisseur de joint de 3 mm, on recommande des écarts de planéité maximales de 1 mm pour les phases de pose. Les tolérances d'exécution sont sévères, donc 2 mm. On recommande une classe R2 minimum de l'élément de maçonnerie. Et bien, dans ce cas, on voit que la variation statistique sur l'épaisseur du joint sera 3 plus ou moins 1,5 mm. Donc, on devra accepter des joints qui font entre 1,5 et 4,5 mm, pour lesquels il y a un grand risque d'apparition. Les variations extrêmes peuvent être beaucoup plus importantes. Le même calcul permet de déterminer la variation que l'on va pouvoir accepter pour l'épaisseur des joints verticaux. Vous pouvez voir sur cette illustration un appareillage sauvage avec des éléments réguliers, donc un appareillage sauvage dit pas d'alignement des joints verticaux. Vous voyez ici un alignement correct des joints verticaux pour un appareillage en demi-brique avec une brique régulière. Par contre, ici, l'esthétique a posé problème. Donc on a fait choix d'un appareillage régulier avec une brique qui était irrégulière. Vous voyez que les joints verticaux ne sont pas alignés, ce qui peut poser un problème esthétique. En termes d'appareillage, donc si les éléments ont des tolérances moins strictes, une brique R1 par exemple, les appareillages réguliers sont déconseillés si les joints sont ouverts, car leur largeur dépassera 6 mm, ce qui est défavorable à l'étanchéité à la pluie. L'appareillage sauvage est conseillé en vue d'éviter les défauts d'alignement des joints verticaux. Vous voyez sur cette illustration le même élément de maçonnerie régulier, à gauche avec un appareillage régulier pour lequel l'alignement des joints verticaux est correct, et sur la droite, un appareillage sauvage. Il est important d'adapter l'épaisseur des joints de manière à pouvoir compenser les écarts dimensionnels des briques. En pratique, on utilise parfois des petits inserts en plastique pour assurer la constance de l'épaisseur du joint vertical. Le problème, c'est que si l'écart sur la longueur des briques, s'il y a un écart sur la longueur des briques, cela aura des conséquences sur l'alignement des joints verticaux. Les joints verticaux ouverts sont parfois prescrits, et dans ce cas, on doit considérer une plus grande quantité d'eau dans la coulisse. Voilà le renforcement du rôle de la membrane de drainage que l'on pose dans le mur creux. Pour éviter les infiltrations dans la paroi intérieure, on devra veiller aux points suivants. Tout d'abord, assurer l'étanchéité à l'air de cette paroi. Le remplissage complet de la coulisse sans lame d'air est à proscrire. La largeur nominale des joints sera celle prescrite, entre 3 et 6 mm. Si des largeurs plus grandes doivent être réalisées,
on devra prendre des mesures constructives particulières qui sont à étudier au cas par cas en présence de matériaux d'isolation sensibles à l'humidité ou aux UV et de façades fortement exposées aux pluies battantes ou situées en bord de mer. Ces mesures sont par exemple le compartimentage de la coulisse ou l'utilisation d'un écran d'étanchéité à la pluie, de préférence noir, sur l'isolant. Petite remarque, lorsque la couche d'isolation sous-jacente est visible à travers le joint ouvert, un écran noir supplémentaire d'étanchéité à la pluie ou un matériau d'isolation déjà doté d'un revêtement noir est recommandé pour des raisons esthétiques. Concernant l'exécution, on devra respecter les temps de mélange, de maturation, la durée de vie du mélange et le temps ouvert du mortier-colle. Le temps ouvert, qui n'est que de quelques minutes, doit encore être réduit par temps chaud. Donc il y a une grande rapidité d'exécution qui est nécessaire. Les cordons de mortier-colle sont appliqués de telle manière que le mortier soit en retrait d'environ 1 cm par rapport au plan de la façade, qu'il couvre les éventuelles perforations de l'élément de maçonnerie afin d'éviter les dégâts de gel en cas de stagnation d'eau dans les perforations. On doit éviter les coulures de mortier-colle sur le parement car elles sont difficiles à nettoyer et nuisent à l'aspect de l'ouvrage. Enfin, les accessoires doivent être compatibles avec l'épaisseur réduite du joint. Par exemple, la partie des attaches ancrées dans le mortier doit être suffisamment mince. Pour la détermination des dimensions modulaires, on peut mesurer la longueur et la hauteur cumulée de 10 éléments de maçonnerie. On divise la valeur obtenue par le nombre d'éléments et on ajoute l'épaisseur de joint choisie. On répète l'exercice plusieurs fois pour avoir une moyenne et l'assise ainsi déterminée pourra servir d'unité de mesure pour contrôler l'alignement de la maçonnerie. On peut confectionner un muret d'essai pour vérifier la compatibilité avec l'aspect souhaité, mais généralement une maquette est trop réduite pour évaluer les variations d'épaisseur dans les joints. On peut aussi se reporter à une maçonnerie de référence avec les mêmes choix, mais la dispersion des dimensions des éléments pourrait encore varier selon les livraisons. Au niveau des tolérances, elles sont similaires à la maçonnerie traditionnelle. Le seul changement, c'est que pour l'épaisseur nominale E du joint, étant donné qu'on a des joints minces d'épaisseur inférieure à 6 mm, on a un écart maximal admissible plus sévère, plus ou moins 1 mm, donc une tolérance de 2 mm. L'aspect de la maçonnerie doit être évalué sous un éclairage normal à une distance de 3 mètres à l'extérieur ou de 2 mètres à l'intérieur. Les informations délivrées dans ce cours sont issues des différents documents de référence que nous avons publiés. Tout d'abord, la NIT 208 sur le jointoiement des maçonneries. En 2015, nous avions publié une édition spéciale du CSTC Contact relatif aux détails constructifs. Ensuite, la NIT 264 sur les détails de référence pour les murs creux a été publiée. Et plus récemment, en 2020, la note d'information technique numéro 271 sur l'exécution des maçonneries a été publiée. Voilà qui clôture la seconde partie de ce cours sur l'exécution des maçonneries. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie de ce cours.